Allez, on va parler un peu fort, ça va aller. Tu peux regarder si c'est bon sur Facebook. On est désolé pour la mise en route, mais voilà, on a toujours des problèmes techniques. Là où il y a la boucha, il y a toujours des problèmes. J'espère que ça marche. Préparez en attendant vos questions pour qu'on puisse faire un tac au tac, questions-réponses, pour nous préparer à cette fête de Pessah Bezrat Hashem. Beshem Hashem Naaseh Venatzilach Bezrat Hashem Yitbarach. C'est bon? Ah, vas-y, vas-y. C'est bon. Ah, c'est bon, là, non? Ok, c'est bon. Voilà, on peut y aller. Bezrat Hashem. C'est ça, toi pas? Ok, bon, bah alors on va commencer avec les premières questions parce qu'on a essayé de faire du temps avec les problèmes techniques. Bon, ça fait qu'il y a du temps de retard entre le moment où tu t'assois et le moment où tu viens. Il y a toujours un moment de retard. Il y a toujours un moment de retard. Mais tu vois, ça m'apprend une chose. Quand on fait une bracha en direct, il faut répondre dans la seconde de la bracha. Et je vois que quand c'est en direct, en réalité, c'est jamais du direct. Il y a une fraction de seconde de différence. D'accord, alors première question, Rav. Oui, j'écoute. Alors, bien entendu, il faut leur dire qu'ils peuvent poser leurs questions en direct. C'est le but de la soirée. D'accord, voilà, effectivement. Alors, je voyage pendant tout Pessah, en Côte-Slaves, donc à l'étranger. Est-ce que je dois faire la Bdikat Hametz chez moi? Est-ce que je dois la faire à l'hôtel, avec bracha? Est-ce que je suis obligé de la faire dans ma voiture? Bref, comment doit agir quelqu'un qui... Celui qui voyage avant Pessah doit faire la Bdikat Hametz chez lui sans bénédiction parce qu'il n'est pas arrivé à RF Pessah Yudalet Benissan. Il n'est pas encore arrivé. Donc il a deux choix. Ou il demande à une personne de faire la Bdika, ou plus simplement, il l'a fait lui-même. Étant donné qu'il sera le 12 ou le 13 du mois de Nissan et qu'il n'est pas encore arrivé au moment de la bénédiction, il prend sa bougie, il fait sa Bdikat Hametz, bien entendu il a vendu son Hametz, et il prendra la route pour aller là où il va. S'il a loué une chambre d'hôtel, il fait sa Bdikat Hametz à l'hôtel avec bracha, Kipchuto, puisque à partir du moment où je loue une propriété, j'en suis le propriétaire. Et donc il fera sa Bdikat Hametz à l'hôtel, dans sa chambre. D'accord, mais dans un cas où la personne, elle voyage même genre une semaine avant, elle fera la Bdikat Hametz avec bracha chez elle? L'homme est chané. Avant de partir, elle fait la Bdikat Hametz sans bénédiction. Donc, sans bénédiction. l'homme est à quel? Ça n'empêche rien. Puisqu'il a fait avant la bracha. Et si la personne elle arrive pendant Khala Moued à l'hôtel? Alors dans ce cas-là, il fera aussi la Bdikat Hametz, il devra nettoyer. Et donc s'il est pendant Khala Moued et qu'il y découvrirait par exemple du Hametz, il le brûlera pendant Khala Moued, il fera sa Bdika Aval Beito Bisman. D'accord. Rav, question qui est, qui est revenue 150 fois, mais bon, j'ai dû la noter. Comment cachériser mon four? Comment cachériser son four? Alors, ce fameux four est plus problématique qu'un micro-ondes à ondes uniquement et non pas micro-ondes et four. Pour cachériser son four, il faut le nettoyer avec des produits détergents, agressifs et surtout bien vérifier que les filtres et les joints soient parfaitement propres avec un coton-tige si nécessaire. Après quoi, Bezrat Hashem, pendant 24 heures, une fois qu'il sera complètement nettoyé, on le laisse tel quel, sans faire travailler. Une fois que c'est fait, on le met au maximum de sa chaleur avec des produits détergents même dans un bol à l'intérieur, à tourner pendant 1 heure au maximum de sa chaleur. Et le four devient cachère pour Pessah. Le problème, ce sont les plateaux. À Emet, il y a une marloquette poskim. Les plateaux, étant donné qu'ils ont un digne de feu, car on cachérise selon leur utilisation, on devrait les passer au liboun, c'est-à-dire au chalumeau. Mais il y en a qui disent que non, parce qu'en réalité, ils sont clichénis. On ne dépose pas directement sur le plateau. Donc, le mieux, pour répondre correctement et clairement, c'est d'acheter des plateaux une fois dans sa vie pour Pessah, qu'on ressortira tous les Pessah, pour ne pas utiliser les plateaux qui ont comporté du Hametz pendant toute l'année. Si on n'a aucune autre possibilité, on a besoin du four, parce qu'on a beaucoup d'enfants, parce que, dans ce cas-là, on pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, verser de l'eau bouillante et les nettoyer, et les couvrir de 2 feuilles d'aluminium hermétiques pour les utiliser. Mais ceci ne peut être utilisé comme roue de secours, pas les khatrila bediavad, sinon c'est au chalumeau. Donc, les plateaux, de façon générale, ne sont pas cachérisables. Il est préférable d'en acheter une fois pour toutes dans la vie, pour les mettre que pour Pessah. D'accord. On va peut-être parler
un petit peu plus fort, parce qu'apparemment le son il est faible, mais c'est pas. Là on est au maximum. Nous. De l'autre côté, on est au maximum. Ok. Bon, il faudra voir comment on fait. Hein? Le son est faible? C'est bizarre parce que sur Facebook, pourtant, c'est le micro. Donc là, justement, j'avais tenté de faire sans micro parce que je voyais que j'avais fait des essais et le son était parfait. C'est pas grave. Top, on fait ce qu'on peut parce qu'on veut dans la vie, elle m'a la sauce. Il faudra mettre des baffes, c'est pas grave. Comment cachériser mon plan de travail en formica? Que ce soit en formica, que ce soit en bois ou autre chose. Alors je voudrais quand même annoncer à tous les juifs francophones qui se sont un peu laissés berner par beaucoup de lois qui sont ashkénazes. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent plus rien. Mais je ne comprends pas, je mets de l'aluminium, on a toujours mis une bassine dans l'évier. Ce sont des lois qui ne sont pas sfarades, ce sont des lois essentiellement ashkénazes. Et celui qui le fait, t'as la bracha, il n'y a pas de problème de le faire, mais ce n'est pas obligé. Pour nettoyer, tout simplement, on nettoie avec son produit détergent, ce qui correspond à la matière pour ne pas l'esquinter. Et une fois que c'est fait, on verse tout simplement de l'eau bouillante dessus. Car c'est un cliché, dessus on pose des affaires clichéni, c'est pas là-bas qu'on aime Vachel. Donc une fois qu'il est parfaitement nettoyé, s'il y a des crevasses parce que c'est un vieux plan de travail, alors il est préférable de mettre une feuille d'aluminium pour le couvrir. Mais si ce n'est pas le cas, on peut tout à fait, une fois qu'il est nettoyé, le laisser tel quel et l'utiliser pour Pessah. À partir du moment où il est parfaitement nettoyé, eau bouillante dessus, qu'on appelle irouille, et il est caché les Pessah. D'accord, Rav. Alors, on a reçu une question. Comment font les personnes allergiques au gluten pour la matzah? Excellente question qui m'a été déjà posée 3 fois entre cette semaine et la semaine dernière. Dans l'absolu, toute personne qui est allergique au gluten risque sa vie, car le gluten ferme les voies aussi respiratoires dans son allergie, ce qui fait que la personne n'a pas à se mettre en danger. Donc la première réponse est, il est quitte de manger de la matzah seulement. Seulement. Ils ont fait des matzot sans gluten. Et le problème est donc résolu. On peut tout à fait consommer ces matzot sans gluten. D'accord, Rav. Merci. Alors c'est marqué dessus, je crois, Naomi, matzot sans gluten. Il me semble que ça a été vu à Osherad aussi. Dans tous les supermarchés, vous avez les matzot spéciales sans gluten. Ainsi donc, vous avez votre réponse. Comment cachériser mon micro-ondes? C'est le même principe identique, encore plus facile de cachériser un micro-ondes qu'un four, puisque ce ne sont que des ondes, et donc les parois ne montent pas à une chaleur importante. C'est exactement le même principe que le four. On nettoie, on dégraisse comme il le faut, on le laisse reposer 24 heures, on le laisse tourner pendant 1 heure. Mais mon conseil, étant donné qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons des micro-ondes qui sont vendus pour 200 shekels, 180 shekels, 260 shekels. Achetez-en une fois pour toutes pour Pessah, comme nous avons à la maison un micro-ondes qu'on a acheté il y a très longtemps. Dès bien Pessah, on le met, et Nigmar, c'est pour, on se débarrasse du problème. D'accord. Sinon, c'est le même principe. Par contre, étant donné que ce sont du verre, je rappelle que pour nous, les Sfaradim, il n'y a pas de cachérisation pour tout ce qui est en matière vert, et peu importe la couleur, que ce soit du verre transparent ou du verre coloré, tant que la matière extérieure c'est du verre, eh bien, ni il l'absorbe ni il le rejette. De ce fait, le verre n'a pas besoin d'être cachérisé, on le nettoie et il est caché à l'épaisseur. Ce qui fait que même l'assiette que nous avons au micro-ondes n'a pas besoin d'être cachérisée. D'accord, Rav. Les femmes doivent-elles s'accouder le soir du Seder? Absolument, selon le Shita de Sfarad. Vous avez le Mishnah Brura, encore une fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de déot. Vous voyez, tous les livres qui sont derrière, c'est des halachot. Il y a énormément de déot. Les Ashkenaziotes, par exemple, ne s'accoudent pas par pudeur. Aval, si la femme est pudique et que Bezrat Hashem, elle est à table avec son mari, si elle peut s'accouder, Tavo, elle est à bracha. La seule différence qu'il y a, c'est que si nous, on ne s'est pas accoudé, nous sommes obligés de recommencer la mitzvah accoudé. Ce qui n'est pas le cas de la femme. Si la femme a mangé la matzah sans s'accouder ou bu son verre de vin sans s'accouder, elle ne sera pas tenue, selon la halakha, de le refaire sur le côté gauche comme c'est prescrit pour les hommes. Mais Vadash, si elle peut le faire et qu'elle est pudiquement habillée, Bezrat Hashem et qu'il y a l'ambiance et Kadosh, elle baiser Shumbaya pour nous les Sfaradim. D'accord, Rav. Par rapport au son, il y a une marloquette dans les commentaires. Est-ce que le son il est bon ou pas? Mais il y a des gens qui disent qu'on entend très bien. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'on passe une soirée très importante sur le domaine des lois, en essayant de répondre, et je le répète encore, toutes les lois que je vous cite, vous les retrouverez ou dans Yabia Omer ou dans Chazon Ovadia. Nous allons sur l'Orav Ovadia Yosef, que je conseille à tout le monde de suivre. Voilà. D'accord. Peut-on cachériser une cafetière électrique qui est en plastique à l'intérieur et en verre à l'extérieur? Il n'y a aucun problème de la cachériser. Si on ne peut pas la mettre de côté pour X raisons,
En général, ce sont les cafés aromatiques, les capsules aromatiques qui seraient éventuellement susceptibles de comporter du chametz. Donc on n'a pas la composition dans l'absolu. Le café à proprement dit, comme toutes les autres consommations, doit avoir un tampon kasher les Pessah. Il est impératif de l'avoir. Et pour cachériser sa machine à café, c'est pas compliqué. Vous la nettoyez extérieurement de tout chametz possible dessus et vous laissez couler tout simplement l'eau bouillante au maximum de son potentiel pendant à peu près 3, 4, 10 minutes comme vous le voulez. Elle sera tout simplement cachère. D'accord. Jusqu'à quand peut-on manger du chametz? Jusqu'au matin. Alors l'heure exactement, je ne la connais pas. Je crois que c'est à peu près 10h30, 11h moins le quart. Je ne connais pas. J'ai le calendrier là-bas. C'est selon les Oui, villes. c'est selon les villes et les pays. Mais en tout cas, jusqu'au matin, veille de Pessah, on peut consommer du chametz qu'on doit brûler. À partir du moment où l'interdit de consommer le chametz est arrivé, on pourrait éventuellement manger de la matzah shmura, c'est-à-dire de la matzah shir, ashira, pardon, pas shmura, je remets en arrière. De la matzah ashira, de la matzah au vin ou de la matzah à l'orange. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas les mitzvot de la matzah avec cette matzah-là. Surtout pas la matzah shmura, chas v'shalom. Okay? Qu'on doit garder pour le soir du seder sur lequel nous aurons la kavana de dire shechianu. Donc si tu l'as mangé avant, et je vous ai baillé. Ok. D'accord. C'est quoi la Galat Kelim et pourquoi la faire? La Galat Kelim prend ses références déjà depuis Atik Yomin dans le Shulchan Aruch. C'est tout simplement un tonneau, si vous voulez, une grande marmite dans laquelle l'eau va être menée à ébullition à un degré tel où aucune molécule d'une certaine façon ne pourrait réellement résister, dans lequel après il y a le minagim, on met du produit dedans, on met une pierre à l'intérieur, de telle façon à falsifier le goût qui sera Bezrat Hashem Livgam et Ta'am, c'est un Livgam, de telle façon à ce que le goût de la marmite soit touché et perd le fait de pouvoir extérioriser son chametz. Ce qui fait que toutes les marmites que nous avons, les poêles qui ne sont pas bien entendu en comment ça s'appelle? Non, en pierre, c'est pas cachérisable. Tout ce qui est khérès et porcelaine n'est pas cachérisable pour ça. Les poêles qui coûtent cher, comment elles s'appellent, la matière? Téflon. Pas cachérisable. Sinon, tout ce qui est en fer ou matériel acier se met dans la hagala. D'accord. Médicament Hametz, mais obligatoire. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je peux faire? Nekuda, il n'y a absolument aucun problème. Regardez dans le Ilkut Yosef, regardez dans le Rav Ovadia Yosef lui-même, En Beze Be'aya Bichlal. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit qu'il n'y a pas de problème avec les médicaments? Si je n'ai pas trouvé de générique, c'est-à-dire un médicament qui soit caché les Pessah, au lieu de prendre celui que je prends. Donc, j'ai pas. À partir du moment où ce sont des médicaments qui sont vitaux, mon médecin m'ordonne de les prendre. Je suis obligé de les prendre. Pour des problèmes cardiovasculaires, de tension ou autres. À partir du moment où j'ai ces médicaments, qui sont en général absolument sans goût, ça veut dire que ce sont des médicaments qui sont amers. Je ne sens pas le goût du chametz et j'en ai pas d'autres. Il est permis de les consommer pendant Pessah. Nekuda. Ok. Alors attendez, j'ai reçu des questions. Ai-je droit d'inviter un ami non juif pour le Seder? Tout le problème d'inviter un non juif, par exemple Shabbat, il n'y a aucun problème dans l'absolu. Pourquoi? Parce que selon la halakha, le problème d'inviter un non juif, c'est pas qu'on l'aime pas, c'est pas qu'on veut pas de lui, c'est pas qu'on est fâché contre lui ou qu'on fait des apartheid, pas du tout. C'est de peur que l'on vienne à cuisiner ce qu'on appelle ochle nefesh. C'est-à-dire que nous avons le droit, pendant Yom Tov, d'allumer d'une flamme existante pour cuisiner. Pour nous, les juifs, parce que c'est une mitzvah de manger. C'est pas une mitzvah pour un non-juif. Donc, de peur qu'on en vienne à faire à manger pour lui, qui lui n'est pas dans la mitzvah, c'est dans ce sens que c'est dit, on n'invite pas un non-juif, ni à Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot. Parce que la nourriture qu'on va faire est un problème. En ce qui concerne la fête de Pessah, qui est différente de Shavuot et de Sukkot, c'est que, d'abord à Sukkot, on évite de rentrer des non-juifs dans la Soukha, comme c'est marqué dans le Kaf HaChaim, pour plusieurs raisons qui correspondront à la fête de Sukkot, on en parlera, j'en ai déjà parlé dans mes cours, c'est que Kol Mechar, c'est-à-dire tout celui qui n'a pas de circoncision, et celui qui vient dans la fête de Pessah, qui est la fête de l'existence, de la naissance du peuple juif, donc il n'y a rien à voir avec lui, ne peut pas consommer l'agneau Pessah. Un incirconcis, même né juif d'une mère juive, ne peut pas sacrifier l'agneau de Pessah s'il n'a pas la Brit Mila, ce qui est le cas des non-juifs. Ce qui fait qu'un non-juif, c'est pas qu'on n'aime pas, mais il n'a rien à faire dans le Seder de Pessah, Matzazo,
Pessah Zé, oh, quel rapport avec toi? Toi, tu n'es pas sorti d'Égypte, tu n'as pas vécu l'esclavage, c'est pas ta fête. Et ce serait même un petit peu péjoratif pour lui, parce que on va parler des coups que Dieu a donnés aux nations du monde qui nous ont assujettis. Donc, ce n'est pas intelligent de l'inviter. Si ceci étant, on n'a pas le choix. Quand je dis qu'on n'a pas le choix, on a toujours des choix. Mais on a une fille ou un fils qui est marié avec une non-juive, selon la mairie, puisqu'on ne peut pas se marier de façon ilchatique selon la halakha, et que, bon, ce non-juif-là, par contre, il a quand même du mérite, parce qu'il laisse ses enfants aller dans les écoles juives, il les maintient, et ainsi de suite. Eh bien, on le mettra quelque part à la table de Seder, mais il ne participera pas au Seder de Pessah. Il ne prend pas la matzah, il ne fait rien du tout, on lui donne directement à manger, que lui mange de son côté. Ce n'est pas une façon, de dire on ne veut pas de toi, ou je ne sais pas quoi, c'est pas une question de racisme. À Emet, il n'a rien à faire avec une juive ou un juif, ça c'est prinat halakha et maaseh pour chacun de nous. Mais si on n'a pas le choix d'avoir un non-juif parce que c'est un très bon ami, en plus il est prosélyte, il est sympathique, et voilà, il n'a pas, je ne sais pas à quelle raison chacun pourra amener, il faut tout faire pour éviter de ne pas avoir de non-juif à sa table, et si c'était le cas, on ne le fera aucunement participer ni au 4 verres de vin, ni à la matzah, ni à quoi que ce soit de tout cela, car il n'a rien à voir avec cette fête, et que cette fête-là, c'est la première fête juive qui comprend d'ailleurs, je dirais, tous les élans de toutes les autres fêtes juives. Et n'oubliez pas un détail, c'est que la meilleure façon d'être présent pour les autres, c'est d'abord de se construire soi-même. Et la fête de Pessah, c'est la fête de la construction du peuple d'Israël, où Dieu est venu se dévoiler pour nous libérer. Nous, le peuple d'Israël, Goy, Mikerev Goy. Je t'ai pris en tant que nation des nations. Donc, le texte nous dit que la fête de Pessah, c'est Israël se détache des nations du monde. Et là, vous avez quelqu'un d'une autre nation, invitez-le au restaurant la semaine, 3 fois si vous voulez, pendant Pessah, c'est pas l'endroit. D'accord. Pour l'aluminium au four sur les plateaux, est-ce sécurisé de faire cuire à haute température? J'ai jamais entendu qu'il y avait un problème avec l'aluminium sur les plateaux. Mais encore une fois, n'utilisez pas ce que je dis comme vous avez envie de l'entendre. Les plateaux ne sont pas cachérisables, ils doivent passer au liboun, c'est-à-dire au chalumeau. Dans le cas où on ne peut pas faire autrement, parce que si on place les plateaux au chalumeau, ils sont morts. Donc, il faut acheter de nouveaux plateaux. Dans le cas où il n'y a pas de possibilité, un malassa, dans ce cas-là, on les nettoie parfaitement au produit détergent, on verse de l'eau bouillante 3 fois dessus et on les couvre d'aluminium 2 fois de suite, de façon hermétique. C'est dans ce cas on pourra le faire. Et à haute température, je ne me souviens pas que l'aluminium, même quand je le mettais au feu, provoquait quoi que ce soit. Par contre, l'aluminium dans un micro-ondes fait exploser le micro-ondes, oui. D'accord. Voilà. Faut mieux l'expliquer, faut mieux le dire. Il n'était jamais d'aluminium dans un micro-ondes, je vous le dis, ou du fer, ou une fourchette, tiens donc. Pouvez-vous nous expliquer comment faire la Havdalah de jeudi soir? Tout simplement, vous prenez votre main droite, un verre de kidouche, et uniquement sur le vin, vous direz la Havdalah jeudi soir. Vezéou, on ne fait pas sur les bessamim et on ne fait pas sur le nerf, puisqu'on peut allumer d'une flamme à une flamme. Notre neshama, il n'y a pas la neshama yetera de Shabbat, donc il n'y a pas besoin de bessamim. On prend juste le verre, on dit Anna Hashem Ushiana, et on finit Baruch Hamavdi Ben Kodesh, l'Echol, tout simplement. D'accord. En Israël. A-t-on le droit d'utiliser le mousseur de lait fait en titane? C'est qui ça? Un Quoi, un mousseur de lait? Un mousseur de lait. La mousse dans les cafés, je pense. Ok. Si c'est le cas, donc ce sera certainement à chaud. Vous le mettez dans la gala ou bisman kerir imbro amen. À gala. Vous êtes tranquille. Peut-on cachériser le cookéo? Voilà. Ça y est. Tout sauf cette question qui revient d'année en année. Alors, ma réponse est, si vous allez avoir un rab à droite, il va vous dire ouais, à gauche, surtout pas. J'ai vérifié le Kokeo, le Ninja, je ne sais pas comment vous l'appelez, il y a aussi un autre nom qui est sorti récemment sur ce genre d'appareil très sympathique. Ninja. Hein? Ninja. Oui, il y a aussi un autre qui a été donné. Thermomix. Thermomix, c'est ça. Alors, il est grandement préférable de le mettre de côté pendant Pessah. Pourquoi? Après avoir fait une vérification yesodite sur cet appareil que j'ai moi-même à la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème d'halakha. Lequel? C'est que le Kokeo, ou le Thermomix, ou le Ninja, ou le je sais pas quoi, eh bien, c'est pas qu'une cuve. La cuve, c'est pas le problème. On le met dans la gala Nigmar. Le problème, c'est que en haut du couvercle, c'est fixé. Et là-bas, il y a tout le système qui cuit, qui est géré par le système électronique. Donc c'est ça qui doit être mis dans la gala. Et ça, tu peux pas le mettre dans la gala. Alors si ça se démonte, chose que je vois pas comment on peut faire, vous devez le mettre dans la gala. Donc moi, ma réponse est claire, nette et précise. Vous avez des rabbinim qui vont dire oui, des rabbinim qui vont dire non.
Moi, je dis non. Mettez-le de côté, c'est juste 7 jours, Benigmar Asipo. Parce que le problème, c'est qu'il faut démonter le couvercle, démonter la substance en fer. Hein, c'est comme ça, Nomi, chez toi aussi? Et tu peux le démonter? Non. Moi, en tout cas, chez moi, on ne peut pas le démonter. Donc, comment tu peux le mettre? Alors, il faudrait le prendre éventuellement, le mettre dans l'eau bouillante, sans toucher au système électronique. C'est un risque à prendre. Si vous le faites, alors il serait caché les Pessah. Enfin, je voudrais juste rappeler quand même que depuis 2000 ans, on a vécu avec des marmites. Et on dirait qu'aujourd'hui, le monde n'existe plus sans coquéo. On va peut-être se calmer avec ça, surtout pour 7 jours. Surtout que le Harizal dit que tout celui qui sera minutieux au niveau de la pensée, de la parole et des actes de ne pas avoir de Hametz pendant les 7 jours de Pessah ne faudra pas toute l'année. Donc, mieux vaut être vigilant par rapport à cela. D'accord. S'il reste des taches noires dans le four malgré que j'ai fait 2 pyrolyses, le four est-il utilisable à Pessah? Il y a 2 choses qu'il faut savoir. D'abord, les fours pyrolyses ont un din différent malgré tout des fours dits ordinaires. Maintenant, ça dépend de quel four pyrolyse on parle. Si la chaleur atteint les 400 degrés, il n'y a rien qui peut tenir à 400 degrés. Il n'y a aucune molécule qui survit. Le four est strictement kasher, ben baiser shumbaya. À la condition que les plateaux peuvent aussi rester à l'intérieur. Chose qui n'est pas évidente à trouver. J'ai entendu qu'ils en faisaient des nouveaux aujourd'hui qui resteraient dedans. Donc si c'était le cas, je m'étais assis avec le Rav Mashiach d'ailleurs qui possède sur ce domaine et on avait vu ensemble que 400 degrés, c'est un digne de chalumeau d'une certaine façon, même s'ils ne montent pas au rouge. S'il y a une tache à l'intérieur, tous les interdits du Hametz sont reliés à ce qu'on appelle Achilat Kelev, c'est-à-dire ce que le chien ne peut pas consommer n'a pas un digne de Hametz. C'est pareil pour le maquillage, la cosmétique, c'est pareil pour tous les produits que nous avons, pour le savon, pour les cheveux. Tout ce qu'un chien ne peut pas consommer, ou refuserait de consommer, n'a pas un digne de Hametz. Pourquoi? Parce que le chien mange tout. Et s'il ne mange pas, c'est que ce n'est pas consommable. Et si ce n'est pas consommable, c'est que ce n'est pas du Hametz. Il y en a une tache noire qui serait dans un four. En général, ce qu'on fait, on va prendre l'exemple de la table. Si j'ai par exemple une table sur laquelle toute l'année je mets une nappe, je n'ai pas besoin de la cacheriser bichlal pour Pessah. Mais si ce n'est pas le cas, je nettoie et je mets une nappe pendant Pessah pour couvrir. C'est pareil pour le Hametz. Balirae, balimatse, balimatse, balirae. L'interdit de la Torah, c'est de ne pas trouver le Hametz, c'est de ne pas le voir. Donc le problème, c'est de le voir. Mais maintenant, cette tâche que j'ai ici, elle est incorporée, elle est irrécupérable. Mais par contre, on a fait ce qu'il fallait faire, on a mis les produits de détergent. Donc au niveau des molécules, il n'y a plus de Hametz. Il y a juste une tâche qui reste à l'intérieur. On peut faire avec. Le mieux, ce serait de le recouvrir avant le charlas. Bien entendu, si la tâche a été parfaitement nettoyée de Enbrira, ça veut dire qu'on ne parle pas de Hametz à proprement dit. On parle d'une tâche qui est incorporée fait partie de la matière elle-même. Bon, à partir du moment où on a fait 2 pyrolyses, on a fait tout nécessaire, on a un truc, bon, c'est plus rien quoi. Ok. Doit-on indiquer tous les endroits, alors je vais crier, doit-on indiquer tous les endroits où sont le Hametz ou peut-on faire un global? Alors, en France, de ce que je comprends, on indique où se trouve le Hametz, telle adresse, tel bidule et telle chouette. En Israël, les poskim que nous avons ici, donc le Rav Shlomo Amar, le Rav Yitzhak Yosef, avant lui le Rav Ovadia Yosef, nous demandent que 3 choses. Le nom, le prénom, l'adresse et le kinyan, la signature, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il faut vendre tout le Hametz qui est en notre possession, là où il est. Là où il est. Donc, vous comprenez bien que de le marquer, il y en a qui sont marmirit, c'est une khumra, et ce n'est pas une obligation, puisque toutes les ventes de Hametz que nous avons en Israël par nos plus grands poskim halacha ne demandent aucun lieu, si ce n'est que, et je voudrais donner une raison logique à cela, dans les deux sens. Je voudrais faire l'avocat du diable et après je voudrais jouer de l'autre côté. Je vous expliquer en 2 mots avec l'aide d'Hachem pourquoi d'un côté c'est ridicule et de l'autre côté c'est utile. Quand on fait une vente de Hametz, il faut bien indiquer où il est. Donc voilà, je vends tout mon Hametz qui se trouve dans les 2 armoires gauche de la cuisine, patati patata, que je vais condamner pour ne pas avoir l'habitude de l'ouvrir, car ce Hametz n'est plus à moi. Mais pourquoi ça ne sert à rien de le dire? Parce que depuis quand le goy qui aura acheté le Hametz, il peut venir chez toi si tu n'es pas là-bas sur place? Il n'a pas la clé de chez toi, donc ça ne sert à rien de dire où il est. C'est logique de ne pas dire où il est. Pourquoi? Imaginez que je sois le goy qui a acheté le Hametz. Maintenant, moi, je dis, tu sais quoi, puisque j'ai acheté ce Hametz, j'ai envie de manger des gâteaux. Je vais venir chez toi. Donc, si j'arrive chez toi, je vais taper à la porte. Bonjour, je viens avec l'acte de vente de ton adresse. Je suis venu prendre ton Hametz. Si tu m'ouvres la porte, tu vas me dire où est le Hametz, donc il n'y a pas besoin de le dire. Donc, c'est illogique de dire où c'est. D'un côté, parce que si le propriétaire n'y est pas, comment tu veux que le gars y rentre? Et d'autre côté,
Si tu fais une vente et tu ne tues pas où il est, alors comment on peut savoir? C'est pour ça qu'en Israël, ils ont une logique qui est tellement pure qu'ils te disent, mais tu n'as pas besoin de marquer où il est. Puisque si le gars il vient taper à ta porte, c'est que tu es présent, donc tu vas lui dire où il est son Hametz. Donc tu n'as pas besoin de le dire. S'il vient le chercher. Tu comprends? En fait, il faut que ça reste quelque chose de logique. Exactement. Donc celui qui veut mettre là où il sait et qui a du temps à perdre, il le met. Il faut vraiment s'imaginer Voilà. que tu le vends à un goy. C'est tellement bête et logique, voilà, je pense que ça parle de lui-même. Pourquoi lui dire c'est dans les 2 armoires alors que s'il vient chez moi, il faut que j'ouvre la porte. Donc si je suis là, alors je lui dis voilà ton Hametz, je l'ai vendu, il est là. Donc il n'y a pas besoin de marquer les lieux où se trouve le Hametz dans l'absolu. Mais chez nous, par exemple, sur l'armoire, oui, on va le noter. Et il me semble d'ailleurs, si on revient une fois de plus, que c'est plus une loi Ashkenaz que Sfarad. D'accord. Mais nous, par exemple, à titre personnel, c'est-à-dire que chez nous, par contre, on va écrire Hametz sur Absolument. Il est impératif. Et c'est pas pour que le goy il sache où c'est. C'est pour que nous, non. C'est pour ça que la halakha nous demande de mettre le Hametz dans un endroit isolé. On n'a pas l'habitude d'aller chercher de la nourriture. Il faut vraiment l'isoler dans un endroit. Sauf bien entendu dans les frigidaires ou les congélateurs, où on aurait le droit aussi de sanctifier d'une certaine façon, de prendre un des, à droite ou à gauche de là-bas, par exemple quelqu'un qui a du Hametz, s'il n'est pas au congélateur, la viande pourrie, par exemple, la viande Hametz, donc il sera avec de la farine ou je ne sais pas quoi. Dans ce cas-là, j'ai le droit de 2 sacs hermétiquement fermés, marqués dessus, vendu Hametz, et de le mettre de côté dans le frigidaire. De toute façon, quand j'ouvre mon frigidaire, je sais que ça, c'est pas à moi et ça, c'est à moi. Je ne le vois pas parce qu'il est dans 2 sacs. Il y a marqué vendu, donc il n'est pas ma propriété. Ainsi donc, je peux évoluer. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui mange de la matzah chez Moura, est-il possible de manger de la matzah normale? Je dis la question telle qu'elle a été faite. Alors, la matzah shmura est impérative pour le premier soir du Seder de Pessah. Après ça, vous pouvez manger ce que vous voulez comme matzah. À partir du moment où le tampon de chaque matzah est présent et qui est reconnu, bien entendu, faites très attention aux tampons sur des tampons reconnus, toutes les matzot sont cachères les Pessah. Seulement, comme le soir du Seder de Pessah, c'est une mitzvah de Oraita. Donc, il faut manger la matzah shmura, miktsera, c'est-à-dire qu'il y a une surveillance depuis les champs en tant que grain de blé jusqu'à la fabrication en tant que matzah. Il faut qu'il y ait un mashgiach qui observe qu'aucune goutte d'eau ne l'ait soit en contact et ainsi de suite. Chez moi, il y a Khmitz. Donc, pour le premier soir du Seder de Pessah, en ce qui concerne les 3 kazetot ou les 4 kazetot, ça dépendra de votre façon de faire, eh bien, vous devez absolument, pour celui qui veut vraiment faire la fête comme il le faut, je vous conseille de manger uniquement de la matzah shmura avodat yad, faite à la main. Je vais vous donner une seule explication pour faire un tac au tac pour toutes les questions qui sont simples. C'est que la mitzvah de fabriquer la matzah demande une intention. Quand on les fait à la main, on dit leshem mitzvat Pessah. La machine, elle ne le dit pas. Alors c'est vrai que le mashgiach, quand il va les faire, il va dire à ce moment-là... Non, continue. il va dire à ce moment-là, leshem mitzvah, mais ce ne sera jamais comme s'il les avait fait à la main, avodat yad. Et cette matzah-là, je vous conseille vivement, Be'ezrat Hashem Yitbarach, de manger de la matzah shmura avodat yad. Seul celui qui a des problèmes de santé éventuellement pourrait passer à matzah shmura avodat mechona, c'est-à-dire qu'il fait la machine shmura. Mais encore une fois, c'est quand on a l'occasion d'acheter une Audi A8, une Mercedes ou une voiture de luxe, on ne va pas acheter une Fiat Uno, quoi. Je veux dire, ce serait dommage de prendre une Fiat Uno, une matzah avodat yad et de faire Pessah avec, ce serait vraiment dommage, je vous le dis. D'accord. Peut-on utiliser le kumkum qu'on utilise toute l'année et comment le cachériser? Il n'y a absolument aucun problème, il n'y a pas besoin d'acheter un kumkum spécial pour Shabbat, vous le nettoyez intérieur, extérieur, vous laissez bouillir. Le seul problème qu'on aurait, c'est avec le couvercle. Souvent, on a l'habitude de poser des borekas ou de la matzah, du pain dessus pour un peu les chauffer. Alors, en ce cas-là, vous versez tout simplement de l'eau bouillante dessus, vous le nettoyez parfaitement et vous le couvrez d'aluminium, le couvercle, sur lequel il sera devenu kachar et pessah. D'accord. Comment cachériser une plaque à induction? Alors, ça aussi, c'est encore un sujet où il y en a beaucoup qui sont marqués au niveau de la halakha. L'induction, c'est du verre. Alors, c'est comme du verre. Dans ce cas-là, vous versez, Bezrat Hashem, des produits détergents, vous le nettoyez parfaitement, vous versez de l'eau bouillante dessus, ne vous inquiétez pas, ça tient en général, il n'y a pas de problème, et vous pouvez l'utiliser pour cacher le Pessah. Il y en a qui vont vous dire, mettez de l'aluminium dessus, toute chose, un baiser de sourire. D'accord. Ok, je regarde les questions qu'on nous a envoyées. Peut-on cachériser un blender, y compris la partie métallique? Ça me dit quelque chose de blender, rappelez-moi.
Ah, c'est le chauffe-eau, c'est qui chauffe l'eau? Non, c'est les mixeurs là. Ah, le mixeur, le mixeur. Un mixeur, un bezeba. Surtout si c'est à froid, Bikhla, il n'y a même pas de question, tu verses de l'eau bouillante dessus. Et si vous avez l'habitude donc de mixer avec des choses qui sont din shayat sur le dedbo, c'est-à-dire qui sont à une température très élevée, au point qu'on ne pourrait pas les toucher avec la main, c'est dans le, tout simplement, la hagala. D'accord. Quelles sont les précautions halachiques pour faire des gâteaux à Pessah? Ben, utilisez déjà de la matzah, de la farine de matzah, Bezrat Hashem. Vous ne pouvez pas utiliser les moules pour le chametz, donc vous en achetez, en plus ça coûte vraiment pas cher aujourd'hui. Et c'est tout, après ça, vous faites ce que vous avez à faire, puisque c'est de la matzah, de la farine de matzah, bezebaya bichlal, bezeouzé. D'accord. Autre question. Autre question qu'on a reçue. Un petit instant, un petit instant, un petit instant. Puis-je... Moi, il y a une question qui m'a été posée à maintes et maintes reprises. Peut-on casser de la matzah dans le soki quand il est sur le feu? Ah oui, bien sûr. Je répète une dernière fois, pour nous les Sfaradim, en ba'aya bichla la briout, les Tunisiens, kiffez. Il n'y a pas de problème de casser sa matzah dans la marmite de Msoki ou dans le holmo, hein, qui vont faire dans l'assiette, en bezebaya bichla, à partir du moment où la matzah est faite, elle est faite. Pour nous les Sfaradim, celui qui veut l'achmir, aval, c'est permis. J'avais une question, je recherchais une question qu'on avait reçue sur WhatsApp. Je ne la retrouve pas. Mais la question c'était, je me suis marié, donc je suis une nouvelle mariée. Moi, j'ai jamais eu l'habitude de manger du riz. Et mon mari, oui. Est-ce que je peux continuer à ne pas manger du riz pour Pessah? Alors, vous savez, comme le dit le roi Salomon, Shema, Beni, Boussar, Avicha, Baal, Titosh, Torah, Timecha, il y a les traditions qui ont gardé, Baruch Hashem, notre judaïsme et qui ont eu un rôle très important au sein et à mesure des générations. Rabbi Yochanan ben Nouri, dans la Gemara de Psachim, il dit que celui qui mange du riz, il serait chas de sham karet. Là, l'halakha n'a pas été fixée comme Rabbi Yochanan ben Nouri, bichlal. Et il y a une shum baya de manger du riz. La raison pour laquelle on ne mangeait pas du riz, c'est parce que dans les grands, ils engrainaient là-bas, engrainaient là-bas le riz à côté du blé. Et donc, comme ils se ressemblaient, on avait peur qu'ils se mélangent. Il y en a qui disent que c'est une question de céréales. C'est vrai qu'on dit boré mezonot sur le riz, qu'on dit boré nefashot, puisque la halakha a fixé qu'elle ne fait pas partie des 5 céréales. La reine, sachez qu'il n'y a absolument aucun problème de manger du riz à Pessah. Et celui qui veut arrêter son minag, surtout s'il est monté en Eretz Israël, comme dit le Rav Ovadia Yosef, ici il y a Maran, il y a Shulchan Aruch, il y a Pi Halakha, il n'y a pas de problème de manger du riz, donc il faudra faire Atarat Nedarim, après quoi vous pourrez consommer du riz uniquement pour les Sfaradim, chose qui n'est pas donnée pour les Ashkenazim. Même s'ils voudraient manger les kitniot, ils ne le peuvent pas puisqu'ils sont régis par le Rama, Rabbi Moshe et Zavich. D'accord, merci. Mais franchement, ça fait du bien de manger du riz après ça. Alors, c'est une question on en a parlé un petit peu, mais elle est un petit peu différente. Puis-je inviter mon frère et sa femme non juive pour le Seder? Alors tout à l'heure, c'était est-ce que je peux inviter un non juif? Mais là, il y a son frère quand même qui est juif. Mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal, m'avait dit mieux vaut récupérer ces juifs dans notre génération que de les perdre. Mais à la condition où on parle d'une personne qui n'est pas hostile. Donc ça, c'est la réponse de Rabbi Moshe Deri qui est dans le ciel. J'ai posé la question chez lui. Il m'a dit, on est dans une génération aujourd'hui, l'assimilation est tellement forte que les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Et que, Béhémet, il n'y a pas de chose qui va contre Dieu. Ce qui fait que si cette personne était correcte, et que, tu sais, les gens, ils veulent toujours être compris. Ouais, vous ne respectez pas, vous êtes fanatiques. Donc, ils exigent d'être compris. Mais eux, ils ne peuvent pas comprendre les autres. C'est-à-dire que, toi, tu es avec une goya, tu es obligé de l'imposer aux autres. J'arrive pas à comprendre. L'amour et le respect ne marchent que dans ton sens. La reine, j'ai beaucoup de mal, moi personnellement, à apprécier ce genre de personnages qui se permettent d'imposer aux autres en disant que tu dois respecter mes choix. Mais tes choix, d'abord, tu fais un interdit de la Torah. Vis-à-vis d'Hachem, tu perds ton monde futur selon l'Agmara. Ah non, mais attends le Besséder, c'est toi qui n'es pas Besséder. En plus, tu l'imposes. Moi, je sais que si. Et j'ai été non-religieux pendant une très longue période de ma vie, je ne sais même pas qui pour. Mais quand j'étais avec une Goya, je n'ai jamais imposé à mes parents, j'avais honte. Tu as le droit de vivre ce que tu veux, mais pas de l'imposer aux autres. Tu dis à ta copine, je ne sais pas comment tu l'appelles, ce soir c'est une fête juive, je vais chez mes parents, tu n'es pas obligé de l'imposer. Et moi, ce qui me démonte un petit peu, c'est ce côté qu'on appelle la démocratie de l'esprit, mais qui ne marche que dans un sens, et qui n'est que dictatural vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, je t'impose, alors que c'est toi qui as tort. C'est toi qui emporte un faux vis-à-vis de la Torah. Pourquoi tu viendrais à une fête juive qui parle que des lois juives, on dit ne viens pas avec du Hametz, et toi tu viens avec du Hametz? J'ai pas compris.
Quelle fête tu viens fêter en faisant ça? Avec Dieu, tu as pris de l'assimilation. C'est la fête où on te sort du 49e palier d'impureté, et toi tu viens avec le 50e palier d'impureté. C'est ça qui est un petit peu pénible à vivre. C'est ce côté d'imposer à l'autre. Alors la réponse, elle est quand même simple. Je vous la donne, celle de Rabbi Moshe Deri. C'est que si on peut récupérer son frère et que la Goya n'est pas hostile, qu'elle reste à sa place, eh ben, mal à la saute. On fait avec ce qu'on fait dans 2023. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même ça, elle va plus faire. On va le perdre complètement. On essaie de sauver. Il faut savoir une chose, c'est que ce frère, qui a le droit de vivre ce qu'il vit, il a son libre arbitre, rendra des comptes non seulement pour avoir vécu avec une Goya, qui est une fille super, j'ai pas de problème avec elle, mais elle lui interdit. Tout comme une divorcée est interdite à un Cohen, une juive serait interdite à un Cohen, mais il rendra des comptes d'avoir été un obstacle aussi pour la famille. Non seulement tu es stupide, mais en plus de ça, tu déranges. Je n'ai pas compris. Un peu de pudeur, un peu de savoir-vivre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est même plus une question de Torah, c'est une question de savoir-vivre. Tu ne respectes pas ta famille. Je comprends pas. Ceux qui t'ont tout donné, tu ne les respectes pas. Et la reine, Rabbi Moshe disait, dans cette génération, ne vous récupérer que de perdre. Par contre, si c'est une question de principe, si c'est une question de c'est ou ça ou rien, ma réponse en tunisien, alors je ne sais pas si tout le monde le comprendra, mla raha. Voilà, comme ça c'est clair, c'est-à-dire bon débarras. Et je suis très clair et ça n'engage que moi. À partir du moment où ça engage, je vais raconter une anecdote qui s'est passée il y a 2 ans de cela ou 3 ans de cela, où je reçois un coup de téléphone d'un homme pieux, donc marié avec sa femme, ses enfants sont Talmud Torah, et il a une sœur qui est homosexuelle et qui vit avec une non-juive là où elle vit. Elle fait ce qu'elle veut. Moi je vous réponds ouvertement, elle fait ce qu'elle veut. On est tous garants les uns des autres, mais on n'est pas là pour se juger, on est là pour s'aider. Que ce soit très clair jusque-là. Et elle dit à son frère, moi je viens Pessah, tu me reçois à la maison. Alors son frère lui dit, Vada, et ma soeur, Vada, tu viens. Mais je viens avec mon mari-femme, je ne sais pas comment il s'appelle, ok? Je viens avec elle. Et là, il dit, attends, 2 secondes, on va appeler Rav Tutou, parce que qu'est-ce qu'on fait? La réponse a été, en aucun cas. Pourquoi en aucun cas? Que tu sois homosexuel, que tu vives avec une non-juive dans ta maison, c'est ton choix, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, le libre arbitre. Tu rendras des comptes, c'est entre toi et Dieu, même si on en paye tous les conséquences parce qu'on est tous ensemble sur le même bateau. Mais de là à l'imposer, face à des enfants qui sont à nous Torah, en plus tu l'imposes. Je lui dis, tu diras à ta sœur, Raha, fil knif, pour ceux qui comprennent le tunisien. Voilà, c'est clair. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être tout le temps le bon Père Noël, celui qui comprend toujours tout le monde. Rabotaï, la Torah ne nous demande pas d'être des psychiatres. Il y a vraiment des moments où c'est même plus une question de Torah, c'est une question de savoir-vivre. Comment tu oses dire, je viens avec ma copine, qui est sa femme, son mec, je ne sais pas comment il s'appelle, il y a une table d'enfants qui étudient au Talmud Torah, ton frère, ta femme, avec son kisoui, et toi tu viens imposer, mais va t'imposer sur une île, ma vie. Voilà. Je pense que j'ai répondu, et ça n'engage que moi, mais en tout cas, je peux vous dire que le ciel est d'accord avec moi. Ouais. Voilà. Petite anecdote aussi. Ah. Enfin, petite anecdote, c'est que c'est à peu près la même chose, c'est que il y avait un cas où moi je devais accepter une autre personne. Et un jour je lui ai dit oh non parce que là je dois faire ça, je dois aller tel cours. Non, ne me parle pas de Torah. C'est-à-dire que moi je rentre dans son jeu pour être sympathique, etc. Mais par contre quand je lui parle moi de ce qui m'intéresse, la Torah ou non, ça ne me parle pas de Torah, laisse-moi tranquille avec ta Torah. Donc c'est souvent dans un sens où on doit absolument accepter. C'est accepter, c'est bien. C'est-à-dire que quand tu dis j'accepte, c'est qu'on teste ton libre arbitre. Mais là, on ne te laisse pas accepter, on t'impose. C'est là où ça devient dramatique. Ça veut dire que les gens qui ont tort, qui vivent dans le mensonge, dans l'impureté, sont en train d'exiger de toi une moralité en ce qui les concerne dans leur choix, et ils t'imposent leur choix. Mais ça ne va pas, non? Mais c'est de la dictature avec une carapace de démocratie, une fois de plus. C'est absolument abject de voir des choses pareilles. Où est l'époque de 1980, il y avait encore un peu de savoir-vivre. Vis ce que tu veux, va te droguer, saute du toit, fais ce que tu veux, mais l'impose pas aux autres. Tu ne peux pas venir quelque part. En plus de ça, ces gens-là sont très souvent hostiles. Ouais, combien de temps ça dure la gada là? C'est long, hein, j'ai faim, moi ça me saoule. Ah, pourquoi t'es venu? Ah ouais, je vous dérange? En toute franchise, ouais. Voilà, c'est clair. Allez, c'est plus rien à voir. Comment faire la recherche du Hametz? Pour ça, il faut 3 choses. La recherche du Hametz, donc au soir, se fait avec une assiette. On met à Kabbalah un peu de sel pour atténuer les forces du mal. On prend un couteau ou une règle et une bougie avec lesquelles nous allons chercher le Hametz avec Ner Be'arba Asar, Or le Arba Asar Benissan. C'est les 3 choses avec lesquelles
nous allons chercher le Hametz et on va regarder tous les endroits susceptibles d'être des endroits où il y a du Hametz. Donc faire très attention aux mirpelettes, aux ourlets, dans les poches, dans tout ce que vous avez mis pour le Shabbat Kodesh, dans les armoires, les jouets des enfants, la chambre des enfants et bien entendu l'endroit principal, la cuisine. On nettoie quand il s'agit de la cuisine de par elle-même, on nettoie avec un chiffon et un peu de produit, on remet les choses à leur place et c'est tout. On cherche de cette façon-là dans les moindres endroits. Il faut savoir que tous les efforts prodigués pour la recherche du Hametz doivent passer par 3 choses importantes à retenir. D'abord, purifie ton esprit. Retire le Hametz et l'orgueil de ton cœur à te fâcher avec tout le monde et va chercher le Hametz qui fait partie des 5 céréales interdites par la Torah. Si une personne est capable de faire cela, il est béni du ciel, toutes les ségoulottes lui seront acceptées, il provoque la Géoula et toutes les ségoulottes de la Parnassa, puisqu'on est jugé sur la Tvoua à Pessah, et surtout s'il fait un seder magnifique avec le sourire en donnant de la joie à son épouse et à ses enfants, posant des questions, animer quelque chose de très important, sachez que la Shrina le bénit le soir même de Pessah sur toutes ses demandes. Kafrevim, Rabotenu, Al-Shalom, regardez dans Kaf Chaim, sur la Parnassa, pour trouver un zivouk. On a fait beaucoup de cours sur les ségoulottes, de la matzah, du vin, Je vous invite à regarder torachaim.net. Vous avez 96 cours sur Pessah qui vous attendent, tous différents des uns des autres. On a même commenté toute la Gada de Pessah. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on recherche le Hametz, en bien entendu vérifiant bien que tout a été vendu. Encore une parenthèse importante qui n'a pas été posée, mais qui m'a été posée toute la semaine dernière. Vous avez été un petit peu berné entre les lois Ashkenaz et les lois Sfarad. Regardez ce que dit le Rav Ovadia Yosef. Il n'y a pas de différence entre du Hametz et du Hametz Gamour. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire que, est-ce que je peux mettre de côté mon whisky qui est du Hametz Gamour? Oui, oui. Mes gâteaux, oui. Mes pâtes, oui. On peut les vendre. C'est la prochaine question, Rav. Je sais pas, mais non, mais c'est peut-on garder les paquets de pâtes ou les vendre? Oui, et si tu n'en as pas, tu me les donnes devant moi. Mais attention, écoutez la suite, c'est quand même important. Si on parle de Efsed Meroubé, Efsed Meroubé, des gens qui gagnent leur vie, qui ont 2-3 enfants, le chien, Nemo dans son bocal et Félix dans son panier. Lui, il n'en a rien à faire de 2 paquets de pâtes. Parce que pour lui, ça ne lui parle pas. Ce serait mieux de les brûler. Le mieux de façon intelligente, de façon graduée. À partir du moment où je rentre dans le mode Nissan, j'arrête d'acheter du Hametz. Je vais finir tout le Hametz que j'ai chez moi pour ne pas avoir du Hametz Gamour. Mais à partir du moment où j'ai beaucoup d'enfants, que les moyens sont très difficiles. Moi, j'ai une femme de Natania qui a 2 paquets de pâtes. Et avec des larmes, me dire, Tuto, est-ce que je suis obligé de les brûler? Parce que pour moi, 2 paquets de pâtes, c'est énorme. Vadaï que non, tu les vends, tu ne les jettes pas. Pour nous, les Sfaradim, le Rav Ovadia est clair dans Razon Ovadia, il n'y a pas de différence Hametz Meourab ou Hametz Gamour en Bezebaya. À partir du moment où la personne, on accepte l'idée de la vente et qu'on les met en vente, c'est pas à toi, et qu'il y a un peu de Hametz ou beaucoup de Hametz, Hametz Kol Shou Bepesach ou Pashut Hametz. Pour nous, les Sfaradim, les Ashkenazim, ils font la différence. Et le problème qu'on a eu, les Juifs de France, c'est qu'on a été assimilés aux lois Ashkenaz alors qu'on a des lois Sfarad. Donc, je m'adresse aux Sfaradim, il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas faire autrement, que ce serait Efsed Meroubé, c'est-à-dire que ça vous coûterait beaucoup trop, c'est trop difficile pour vous, et cette marchandise-là, vous en avez besoin, cette nourriture pour vos enfants après Pessah, vous pouvez, selon le Rav Ovadia Yosef, le mettre dans la vente de Hametz et Pessah, que ce soit même des pâtes ou du pain à Kedekar. J'espère avoir été clair. Ouais, très clair. Des Israéliens propriétaires vont en France. Doivent-ils faire les 2 soirs et comment ils doivent se comporter? Un Israélien, donc qui vit en Israël, on parle bien d'Israélien qui vit en Israël, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui vivent en Galoute, ils font 2 jours. Mais un Israélien qui sort en Galoute, dans l'intention de revenir en Israël, ne doit faire qu'un seul soir du Seder de Pessah. Quant au reste, il fera sa Havdalah. Et il rentre dans Chol HaMoed. Dans sa chambre, au Bechadre Chadarim, tous les interdits de la Torah lui sont interdits. Par contre, s'il n'y a absolument personne, il aurait le droit éventuellement d'allumer la lumière ou son téléphone, mais ne enfreindre aucun interdit de la Torah. Il n'a pas le droit, par exemple, d'allumer du feu, qui est un interdit de la Torah elle-même. D'accord? Dans ce cas-là, même s'il n'y a personne. Le seul endroit où il aurait le droit de se retrouver à Chol HaMoed en Galoute, c'est-à-dire en dehors de la terre d'Israël, alors qu'il est israélien qui vit en Israël, qui n'est pas en Galoute, c'est s'il est dans un endroit où il n'y a absolument aucun juif. Dans ce cas-là, il rentre dans son Chol HaMoed à lui. Mais en ce qui concerne les bénédictions, le Kiddush et l'Agadat Pessah, il n'a rien à faire. Ce qu'il peut faire éventuellement, oui, comme le rapporte le Rav Ovadia dans Chazon Ovadia,
c'est lire la Haggadah, mais pas les bénédictions. Lire la Haggadah, parce que la Haggadah de Pessah, Kol Amarbel et s'appelle Bitziat Mitzrayim, Rezem Meshubach. Étant donné que c'est digne de louange, tout celui qui parle de la sortie d'Égypte, il peut tout à fait s'asseoir avec sa famille, qui eux sont obligés de faire le deuxième soir comme le premier soir. Et dans ce cas-là, il pourra lire avec eux la Haggadah, même les aider, il n'y a pas de problème pour cela. Et dans un cas, enfin ce même cas, mais c'est par exemple un endroit où il n'y a que des Israéliens. C'est-à-dire que c'est toute une communauté israélienne qui va C'est le à même Chypre. C'est le même deal. Mais il n'y a pas de Malikaïn. C'est-à-dire qu'ils sont... L'homme est chané. Les interdits, à partir du moment où tu quittes la galoute, tu quittes Israël pour aller en galoute, tu es tenu par le deuxième jour de Yom Tov, même si tu es en communauté israélite. Sauf s'il n'y a pas de juifs. Et là, il y a des juifs. Mais la reine, dans le cas échéant, tous les interdits des Horaïta sont interdits. Betsin'a, il aurait le droit de voir son téléphone, par exemple. Betsin'a, c'est-à-dire, quand la porte est fermée, il est dans sa chambre que personne ne voit. Pour le deuxième jour de Yom Tov. Et le 8e jour, il mettra les tefilines. Absolument, s'il rentre dans le 8e jour où ils seront dans Yom Tov, lui met cette filine, écoute bien, c'est important, à la maison, dans sa chambre, seul, que personne ne voit, il s'habille en Yom Tov, parce qu'il n'a pas le droit de montrer à l'extérieur, et il va prier avec tout le monde. Lui fera la prière de Isrou Chag, tandis que les autres feront la prière de Yom Tov. Il pourra manger du Hametz Bechal Charim. Non. Le Hametz, non? Non, parce qu'il ne peut pas encore sortir le Hametz. Ah, parce qu'il n'a pas encore. Ah, ouais, ils n'ont pas sorti le Hametz. Ah, Ah oui, d'accord. il faut au niveau technique aussi trouver une solution. Ok, et on a posé une autre question qui est l'inverse. Moi j'habite en France, mais je passe toutes les fêtes en Israël. Est-ce que je dois faire 2 jours? Oh, cette fameuse question. Alors là, il y a beaucoup de réponses qui interviennent. Je suis en France, d'abord, qui es-tu? Est-ce que tu es marié ou est-ce que tu es célibataire? Le din, il change. Parce que si tu es célibataire et que tu trouverais une femme en Israël pour laquelle tu resterais ici, tu ferais qu'un jour. On ne sait jamais. Donc si tu trouves une femme, tu ferais qu'un jour. Donc ça dépend déjà du statut. On va répondre de façon générale. Celui qui vient en Israël pour Pessah, Shavuot et Sukkot de façon régulière ne fait qu'un jour en Israël, même s'il vient de Galout. Waouh, Un seul jour. ça fait de ouf. Non. Non, Dieu, c'est pour- c'est le Rav Ovadia, juste derrière. Il a l'habitude de faire Pessah Shavuot Regalim en Israël, fait qu'un jour. Ok. D'accord? À partir du moment où, même s'il compte faire sa alia après Pessah, et qui vit dans l'instant T en Galoute, il fait 2 jours et n'a pas le droit d'entraver cette journée-là. Selon le Rav Ovadia, il est Chayav Beyomaim. En ce qui concerne la loi de Elad, doute est-ce que c'est Retzran ou pas, C'était la prochaine. eh bien, on fait un jour selon le Rav Ovadia Yosef pour les Israéliens. On fait un jour selon le Rav Ovadia Yosef pour des raisons qui ramènent là-bas par rapport aux Yishuvim qui se sont créés, patati patata. Les gens qui me font rire me disent ouais, mais je sais pas, j'ai vu la banque Apoalim, donc c'est Israël. Il y a aussi la banque Apoalim, je crois, en France, ou une banque qui discount en France. C'est pas parce qu'il y a des banques où marqué en hébreu, vous allez à Los Angeles, à la vallée, tout est en hébreu, alors quoi, c'est Israël? Non. C'est pas ni les falafel, ni les shawarma, ni les banques, ni les écritures hébraïques qui font d'Israël, Israël. C'est le territoire dans lequel nous vivons qui fait d'Israël, Israël. Deuxième cas, à partir du moment où une personne donc vient passer les fêtes ici alors qu'il vit en France, c'est-à-dire qu'il doit faire absolument 2 jours, et y compris pour les prières. Il doit trouver un minyan de 2 jours. Seulement, il y a d'autres opinions. Celle du Rav Mordechai Eliyahu, dont je vais quand même la citer, qui lui dit que si la personne a sa maison en Israël, ben, il vient faire les fêtes ici, il fera un jour, parce qu'il a déjà son pied à terre ici. L'ada du Rabbi Lubavitch, c'est pour ça que vous avez posé la question à Rabbi Lubavitch, tu fais qu'un jour. Pourquoi? Minagamakom. Comment on fait le jour aussi? Un jour. Alors un jour. Voilà. Donc vous avez ces 3 déotes. Moi je vous rappelle celle du Rav Ovadia Yosef qui pour moi celle qui est à retenir. 2 jours. Pourquoi? On parle de Yom Tov. Yom Tov c'est Mitzvah d'Oraïta. Le deuxième de Yom Tov, c'est vrai qu'il avait sa fête. C'est-à-dire, est-ce que on le fait pourquoi? Parce qu'on a un doute. D'accord? Enfin, malgré tout, celui qui est touriste et qui compte retourner en France, même s'il fait ça il y a 1 semaine plus tard après Pessah, 2 jours plus tard après Pessah, Celui qui est marié. Celui qui n'est pas marié, on avait dit que. ça dépend. S'il n'est pas marié, de quoi est-ce qu'on parle? Si la personne te dit de toute façon, même si je me marie, je ne resterai jamais ici, J'ai une truc trop. Ma situation elle est tellement bonne en France que c'est mort. il fait 2 jours. Même s'il passe toutes les fêtes en Israël. C'est-à-dire. Même s'il passe les 3 fêtes en Israël. Non, tout le- dans ce cas-là, il fait 15 jours. Ça, comme ça, il fait 15 jours. Ok. Voilà. D'accord. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que celui qui vient de France en Israël, et donc qui fait le 2e jour, aurait tout à fait le droit de dire à un Israélien est-ce que tu peux faire une omelette? Parce que lui, il est en Khaboué. D'accord. Voilà. Donc juste qu'il peut. Et dans un Mais cas par où. contre, il peut pas rentrer dans une voiture, même si on ouvre la porte, et qu'il fait aucun sourd. Pendant le 2e jour de Yom Tov,
il n'a pas le droit de rentrer dans une voiture, mais Kamasibot. Et une des raisons d'ailleurs que ramènent les poskim, c'est que d'abord dans la ville, il n'a pas le droit, son Rav Yosef Meforash, il marque là-bas, il n'a pas le droit de rentrer dans une voiture, même s'il fait rien, il touche à rien, Dash Azour. Et pour le deuxième jour de octobre, parce que la question qui m'a été posée, c'est que les gens de France étaient venus voir leur famille à Ashdod et ils partaient après à Natania. Ils voulaient les prendre avec eux. Alors il y a déjà deux Issourim. D'abord, tu fais un Issour parce que tu es obligé de garder le deuxième jour de Yom Tov, tu rentres dans une voiture, même sur le domaine technique, tu ne fais pas de péché, tu ne touches pas, tu n'as pas de lumière, tu n'as rien. Mais le problème qu'ils oublient, c'est que tu quittes la ville d'1 kilomètre. Ce qu'on appelle trou. Et donc à partir de ce moment-là, tu fais encore un deuxième être. Par contre, lui qui est un Issour de Horaïta, parce qu'on n'a pas le droit de quitter une ville. Yom Tov. Bevadaï. Shabbat comme Yom Tov. Shabbat, Shabbaton Tielachem. Donc c'est le même deal. Gam Kanasu. D'accord. Très bien, j'avais une question. Mais ah oui. Ah. Mais le 8e jour, vu, Oui. vu qu'il y a la DA du Rav Mordechai Eliyahu qui dit qu'il faudrait faire un seul jour. Non, il dit pas faudrait faire. Celui qui a sa Teudat Zéhout, il a son appartement ici, il peut Ouais. faire un jour. Dans un cas comme ça, qui est. La personne, elle mettrait les tefilines le 8e jour ou non? Si je suis Rav Vadia, ben, je suis entièrement. Ou alors c'est un safek. Alors justement, là tu poses une question très importante. On ne peut pas se permettre d'aller selon nos envies. D'ailleurs, ah bon, alors le rabbi dit un jour, bah tiens, je fais un jour. Si tu dis comme ça, tu fais tout ce que dit le rabbi. Si tu vas selon Rav Chaliaou, tu vas selon Rav Chaliaou, tu ne peux pas jouer là où ça t'arrange. C'est Rav Ovadia, c'est Rav Chaliaou qui est basé essentiellement selon Ben Ishraï, ou le rabbi Lubavitch selon le Magen Avraham dans Shulchan Aruch. Mais tu ne peux pas te permettre de jouer, ou le Admour Azaken qui a aussi son Kitzur Shulchan Aruch. Mais tu ne peux pas te permettre de jongler là où ça t'arrange. Ah ben voilà, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit, Rav Chaliaou, il était bien ce Rav, c'est un barbu de chez nous, c'est bien, c'est Rabbi Jacob. Ça va, ça marche. Chas v'shalom. On ne peut pas se permettre. Le Rav Chaliaou est un très très grand possèque, ça dit qu'il est Sodolam, et lui il donne son sac. Aval, c'est où tu suis le Rav Ovadia, ou tu suis dans tout le Rav Chaliaou, ou tu suis dans tout le. Voilà. Ok. Quoique le Rabbi, encore une fois, il a ses lois pour lui qui sont plutôt ashkénazes. Nous, on ne va pas forcément sur le Magen Avraham. Nous avons Rabbi Yosef Karo qui est le principal pour nous. D'accord. C'est bien. Un père ashkénaze passe les fêtes chez sa fille qui est séfarade. Doit-elle enlever les kitniotes chez elle pour que ça soit cachère pour lui? D'abord, si sa fille, c'est sa fille, elle est ashkénaze, sa fille, elle n'est pas séfarade. Donc je ne comprends pas la question. Non, mais Parce non. qu'il veut dire qu'elle est mariée. Elle est mariée, ouais, sa fille, oui, elle est mariée avec un séfarade. C'est Dallas là dans l'histoire. Moi je suis ashkénaze, ma fille est séfarade et le fils est hongrois. J'ai un petit problème. Alors quoi, c'est quoi? En tant qu'ashkénaze, il ne peut pas manger des kitniotes. Est-ce qu'elle doit enlever les kitniotes chez elle pour que ça soit cachère pour lui? Absolument pas. On ne fait pas de misère sur le dos d'une avare. Tu sais ce que ça me rappelle, ce genre de questions? Tu as une personne qui est en deuil, toute ta famille n'écoute pas de musique. Depuis quand? La famille n'est pas en deuil, c'est toi qui es en deuil. Donc il faudrait peut-être arrêter de faire subir aux autres. Je ne parle pas de la question, je parle de façon générale. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on mange des kitniotes, nous, et que les ashkénazim n'ont pas le droit d'en manger? Eh bien, on prend une marmite spéciale pour lui dans laquelle on fera sa nourriture sans kitniote. Et nous, on se mangera à table. C'est pas parce qu'on a du riz à côté d'un ashkénaz que le mec, il voit le Satan, le diable. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du riz, je paie. Non, faut arrêter les délires. Ok. Lui, il doit manger en tant qu'ashkénaz ce qu'il a le droit de manger. Et nous, on mange le hummus, comment ça s'appelle, le riz, la totale. Bon, parce qu'en tout le monde se fera le banatash. Je vous le dire. Arrête. Il y a un truc qui est flagrant entre le monde ashkénaz et sfarad, c'est que les sfaradim grossissent pendant Pessah et les ashkénazim maigrissent pendant Pessah. Ils sont très limités dans la nourriture. Est-ce que je peux écouter un Sioum Masechet par téléphone mercredi matin et ensuite casser le jeûne? Pour qui? J'imagine que ça doit être un premier-né. Non, il faut être présent. Il faut absolument être présent. Par téléphone, ça ne marche pas. Il faut être présent aussi au Masechet pour pouvoir le faire. Et comme il y a une marloquette à propos du jeûne des premiers-nés, pour les filles. Donc les filles, marloquette dessus, est-ce que oui ou non, elles doivent jeûner? Si par exemple un père a un enfant de 4 ans, il ne va pas jeûner, mais c'est son premier-né, il devra jeûner pour lui. Donc le père est obligé d'aller, même s'il n'est pas lui le premier-né, écouter le Sioum Masechet pour son fils. Par contre, pour les femmes, étant donné qu'elles ne sont pas tenues de finir le Masechet ou d'écouter le Sioum Masechet, on prendra un bout de la Séouda qu'on amènera à sa femme, qu'elle mangera en guise de Sioum Masechet pour elle. D'accord. Pour sortir de toutes les déotes, toutes les opinions. Si on ne peut pas procéder au chalumeau pour les plaques du four, comment on peut faire? Peut-on mettre de l'aluminium solide sur les plaques?
J'ai déjà répondu à cette Ouais. question au début du cours. Exact. Et moi je l'ai dit comme ça parce qu'il y en a tellement. Ok. Pourquoi on ne met pas les tefilines pendant Chala Moed? Alors pendant Chol HaMoed, on ne met pas de tuiline tout simplement pour deux raisons. Il y a plusieurs raisons à cela, hein, même Shulchan Aruch en apporte. D'abord, on ne met pas de couronne sur une tête. Étant donné que nous avons 7 jours de fête, on a déjà une couronne sur la tête. Keter Yitunu Lecha. Donc on ne met pas une couronne sur une couronne. On ne mélange pas deux joies l'une dans l'autre. La deuxième, c'est pour montrer l'importance de Chol HaMoed. Les gens sont très souvent Mezalzelim de Chol HaMoed parce qu'il y a une grande marque de savoir est-ce que Chol HaMoed c'est fête ou c'est Chol. La réponse, Chol HaMoed. C'est les deux. C'est pour ça qu'on doit être habillé classe pendant Chol HaMoed, étudier la Torah parce que ça nous a été donné pour cela, et ensuite rentrer dans les permissions ou interdits de Chol HaMoed, comme le précise le Shulchan Aruch. Donc on ne met pas les tefilines, mais il faut savoir que il y a certains Ashkenazim qui, oui, mettent les tefilines pendant Chol HaMoed, c'est chaque raison avec son minag. En tout cas, nous les Sfaradim, on ne met pas les tefilines pendant Chol HaMoed parce qu'on est déjà dans la fête, tout comme Yom Tov et Shabbat, on ne met pas les tefilines. Nos Chachamim ont voulu nous faire un clin d'œil en nous disant, fais attention, comme c'est marqué dans ma Maseret Avot, Kol HaMezalzel beMoadot, tout celui qui dénigre, c'est-à-dire ne donne pas d'importance pendant Moed, un lo chelek lo lamaba. Et donc on lui fait un signe, on ne met pas les tefilines, on met que le talit pendant Chol HaMoed. D'accord. Pour qu'il ait conscience de l'importance de chaque jour de Chol HaMoed. Il y a une question qui me vient par rapport à ça. On peut écouter la musique pendant Chala Moed, bien que c'est le Homer? Il n'y a aucun problème, nous sommes pendant les fêtes, jusqu'à la Mimouna, on peut tout à fait écouter de la musique. Non seulement on peut, mais c'est une mitzvah d'être heureux. Et ça, Marta bechagecha en shumisu. D'accord. Le Homer des 24 000 morts de Rabbi Akiva, comme c'est marqué dans Yevamot Semerbet, ne commence qu'après Pessah. Après, donc on a le minag en plus qui s'impose de la Mimouna, où on écoute la musique aussi. Après ça, on écoute la musique. Sauf si c'est Biyom Khatunato, Biyom Simchatibo, la bar mitzvah, ou une fête comme Pidyon Abel, par exemple, qui est fait en son temps, parce que là on peut écouter la musique. D'accord. Puis-je aller à la fac pendant Chala Moed? D'abord, il y a un problème avec l'écriture, on n'écrit pas pendant Chol HaMoed. Dans l'absolu, si on ne peut pas faire autrement, oui, alors on changera éventuellement les horaires. Par exemple, si tu as l'habitude d'arriver à 9h, tu arriveras à 10h. Si tu as l'habitude de partir à 15h, tu partiras plus tôt. Mais il faut savoir que Chol HaMoed nous a été donné pour la Torah et les mitzvot, pas pour autre chose. Ce sont des jours sacrés. Maintenant, si la personne n'a pas le choix, comme de travailler, par exemple, Mishum Efsed Meroubé, s'il ne va pas travailler, il est viré pendant Chol HaMoed. Dans ce cas-là, il changera les horaires. Il y a une mitzvah de mettre une halakha, de mettre un panneau dehors disant que nos horaires sont différents en l'honneur de Chol HaMoed et que Begin Chol HaMoed, nous travaillerons plus tard, partirons plus tôt. Il faut faire un changement pour montrer de l'importance à Chol HaMoed. D'accord. Une question sur le four. Le four. Même Domi rigole, tout le monde rigole ici. Le four, qu'est-ce qu'il a fait le four? Le four, c'est un four pas utilisé depuis 2 ans. Oui. Faut-il le cachériser? Oui. D'accord. Voilà. Ok. Une femme peut-elle faire le seder s'il n'y a pas d'homme? Elle est obligée de faire le seder comme les hommes dans tout et pour tout, qui est ou pas des hommes, de l'homme échané. Elle est tenue, puisqu'elle est sortie aussi du pays d'Égypte, de faire le halel le soir avec la bracha et de faire le halel de la fin du seder. Elle est obligée de tout absolument. Et ce n'est pas dépendant de où, s'il y a un homme ou pas un homme, elle se doit de tout faire. D'accord. On arrive à la fin du live, hein. Donc posez vos questions parce qu'après c'est fini, il nous reste quelques minutes seulement. Chol HaMoed, ai-je le droit de me couper les cheveux? Non. On ne va pas chez le coiffeur pendant Chol HaMoed, de peur de les alzènes de Chol HaMoed. L'interdit d'aller chez le coiffeur pendant Chol HaMoed, c'est que les gens y rentreraient pendant la fête de Yom Tov, qui est un des jours les plus phénoménaux de la fête juive. On n'a même pas notion de ce que c'est Pessah. Pessah, c'est l'élan de toutes les fêtes juives, c'est l'âme de toutes les fêtes juives, même de Purim en réalité, qui est la dernière fête juive et la première fête juive. Donc de peur qu'on rentre Ménouval du Shulchan Aruch, on a interdit d'aller chez le coiffeur. Pourquoi? Le mec avec une tête de brebis, c'est pas possible. Donc il doit venir à Rennes. S'il sort de prison, par exemple, oui, il pourrait. S'il sort d'un coma, il pourrait éventuellement. Mais Vadaï qu'en l'honneur de la fête, il doit rentrer. Et surtout en ce qui concerne cette période jusqu'à l'Ad Baomer pour les Sfaradim ou l'Ag Baomer pour les Ashkenazim, on ne va pas chez le coiffeur pendant toute cette période. Alors, qui disent oui, prenons Rosh Chodesh Iyar, veille de Shabbat, si j'ai une bar mitzvah, Pidyon Aben, comment ça s'appelle, Brit Mila. Alors, il y a des moments où on pourrait faire éventuellement une parenthèse pour un jour de fête. Il y en a qui disent Yom Ha'atzmaut, par exemple, de se couper les cheveux. Aval Haemet, selon le Harizal, on se coupe pas les cheveux bichlal jusqu'à Shavuot, la veille de Shavuot. Il y a un lien très profond avec l'histoire des cheveux qu'on a déjà expliqué dans nos cours sur TorahTraim.net. D'accord.
Si on achète de la vaisselle pendant Chol HaMoed, on peut la tremper au mikvé. C'est mieux. D'accord. Non, ça Et veut dire, bien sûr que c'est mieux, c'est obligatoire. Il n'y a pas de problème de la tremper au mikvé. Tout ce que vous voulez acheter pendant Chol HaMoed, pour Chol HaMoed, il n'y a pas de problème. Y compris des habits. Si vous n'avez pas pour Chol HaMoed, pour l'acheter pour Chol HaMoed. Un homme qui aurait omis d'acheter une belle robe à sa femme pour la fête de Pessah pourra l'acheter pendant Chol HaMoed. S'il a les moyens, tape à sa porte. d'accord, je vais juste te demander, il reste une question ou pas? Je t'ai envoyé. Ah, ok. Peut-on laver le linge pendant Chol HaMoed? Assour. Il est interdit de laver pendant Chol HaMoed Mamash. Sauf dans le cas où nous avons des bébés qui sont donc des nourrissons qui saliraient, les serviettes qui sont très souvent utilisées, comment on appelle ça, les langes, je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais enfin, les habits de façon générale avec lesquels vous les mettez de côté, vous les fermez pour les odeurs, et après Chol HaMoed, à drab le travail, et à laver, à étendre et à repasser. Il est interdit de mettre une machine pendant Chol HaMoed. Faites très attention à ça. D'accord. Moi, dernière question. Ok. Je pense qu'on va finir comme ça. On a plus de questions, donc on a reçu beaucoup de questions. Apparemment, les gens, voilà. Moi, petite question pour finir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper pendant cette fête-là? Comment ne pas passer à côté de cette fête-là en se disant, bon, bah, j'ai loupé tout l'essentiel de la fête. Comment rentrer bien dans la fête? Comment la ressentir? Comment faire en sorte que De toute l'année juive, même le CDR, que J'ai je ne l'ai pas compris. loupé, quoi. je vais te dire une chose. De toute l'année juive, il n'y a pas un moment plus propice dans l'année juive pour la Géoula que le soir du Seder de Pessah. Et je pense qu'on doit tous avoir cette idée en tête qu'on peut changer l'histoire du monde pendant le Seder de Pessah à travers les éléments qui nous ont été donnés. Le premier élément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de purifier nos pensées. Les mecs, on est pollué par des appareils, on regarde des films, des émissions qui sont abjectes, avec des vulgarités, des insultes, des humiliations qui sont faites en public et qu'on normalise. Je pense qu'il est impératif de venir pur à la table. C'est bien d'avoir une maison propre de Hametz, mais est-ce que toi, tu n'as pas du Hametz dans ta tête? Ensuite, dans son cœur, on est tout le temps fâché avec les uns et les autres, il faut prendre un peu plus de recul et puis vraiment vérifier son Hametz. L'élément principal du Seder de Pessah, c'est le sourire. Quand on a le sourire, ensuite, on pose des questions et on chante en l'honneur d'Hachem. On doit ressentir vraiment qu'on est sorti du pays d'Égypte. Un des éléments qui, pour moi, paraît inévitable, c'est de savoir donner de la joie à tous ceux qu'on a autour de notre table, de leur dire combien on les aime. Combien on trouvera pendant la fête de Pessah des moments de bénédiction propices. Quand tu rentres de la bête à Knesset, bénis ta femme et tes enfants, laisse-toi bénir par tes enfants et ta femme. Quand tu manges l'afikoman, le chazal, dans les ségolotes, ils disent qu'au moment où tu manges l'afikoman, bénis toutes les personnes que tu aimes, parce que c'est un moment où tous les cieux s'ouvrent et tu peux être exaucé. Je pense qu'on a tellement de choses à ne pas rater qu'il ne faut rien rater pendant le Seder de Pessah. La joie de manger les matzot au lieu de s'en plaindre toutes les bouchées. Ah, j'en peux plus. Oh, c'est trop. Et patati patata. D'ailleurs, à cet insu, j'aimerais rappeler un enseignement du Rav Ovadia Yosef qui a été un petit peu oublié. C'est que, en ce qui concerne al-achilat matzah ou al-achilat amotzi lechem, on mange 2 kazetot. Et les gens se forcent à manger 2 kazetot. Aval zeno nachon. Il n'y a que celui qui dit la bracha, le chef de famille, qui mange les 2 kazetot. Les autres ne sont pas obligés à chaque fois de manger 2 kazetot. Il n'y a que le maître de maison qui les mange parce que lui, il a dit la bracha al achilat matzah hamotzi lechem min haaretz. Donc quand tu dis 2, il faut manger 2. C'est bien de l'achmir. Mais les autres ne sont pas obligés d'en manger 2. Donc c'est pas la peine d'imposer aux autres plus que ce qu'il ne faut pour les kazetot. C'est-à-dire 27 grammes. Pour ceux qui peuvent, c'est ce qu'il y a de mieux. Et les personnes qui ne peuvent pas, pourront se baser selon le Rambam à 18 grammes de matzah. Voilà. On avait donné ce Shabbat les mesures, plus ou moins. Une matzah bodatia shmura, ça fait à peine 1 cm de plus que la moitié. Donc ça dépend si elle est déformée ou pas. Si c'est une matzah carrée, pour la semaine, je parle, ceux qui mangent kazaït, c'est une matzah entière, ça fait à peu près 30 grammes. Donc comme ça, vous avez les mesures. Si c'est une matzah yéménite, ça fait à peu près 1 tiers. Les matzah yéménite, c'est comme du pain, tu peux même saucer avec. C'est comme du pain, mamash. Elles sont épaisses, elles sont souples, et voilà. Et elles sont strictement cachées à la Pessah, des Shumbaya. Mais c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, Rav. Juste pour beaucoup de personnes vous remercient. Il y a eu, on était très très nombreux sur les chats entre YouTube et Facebook. Bon Hachem. Okay.
Si on n'a pas il y a des questions qui sont revenues par la suite, Oui, alors donc c'est on ça n'a pas qu'il faut répondu. voir. On n'a pas répondu. Et la question, est-ce que le CEDER, on doit faire le CEDER si on est une femme et qu'il n'y a pas d'homme, on y a répondu aussi. Donc revoir le live par la suite. Tout est enregistré. Donc merci beaucoup. Je voudrais dire un mot de la fin, Oui. comme j'ai l'habitude de le faire. Vous savez, quand on est en live ou quand on est en cours, il y a deux choses qui interviennent. Il y a la transmission de la Torah que nous avons, ce que je fais avec vous, en vous donnant très souvent les références. Et la deuxième chose que je vous demande de retenir, c'est d'accepter toutes mes excuses dans le cas où j'aurais blessé ou vexé une personne dans ce que j'ai dit, qu'il soit juif ou pas, parce on n'explique pas des choses en faisant du mal aux autres, mais un chat s'appelle un chat, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, je ne regrette pas, mais je regretterais par exemple d'avoir quand même froissé quelqu'un, parce que c'est pas mon but. C'est pas mon but de faire du mal, c'est pas mon but de froisser les gens, mais il serait peut-être temps que la vérité sorte face au mensonge qui prend de plus en plus d'ampleur de notre génération et qui devient insupportable, voire toxique pour toutes les personnes qui aiment la Torah, qui aiment le judaïsme, et que vraiment on en a marre de vivre une dictature qui ne marche que dans un sens et qui exige une compréhension de l'autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça suffit. Si on parle de diplomatie, si on parle de savoir-vivre, il faut que ce soit aussi dans les deux sens. Respecter aussi ceux qui aiment la Torah, respecter ceux qui veulent faire les mitzvot, accepter l'idée qu'il y a des interdits de la Torah et que des fois on ne peut pas. Alors quand on ne peut pas, ça veut dire qu'on n'aime pas, ça veut dire qu'on juge, et tout simplement on ne peut pas parce qu'on ne peut pas. C'est comme si je vous demanderais, prêtez-moi $1 million. Vous allez me dire, je ne peux pas, pourquoi? Parce que je ne les ai pas. C'est pareil, des fois dans la vie, on n'a pas la solution, parce qu'il y a des obligations qui nous forcent à agir de telle et telle façon. La Torah aime tout le monde, elle est universelle, mais elle a aussi ses lois et ses préceptes. Et c'est pas parce qu'on était pressé que ça nous donne le droit de passer un feu rouge. Ben, merci beaucoup. Juste une dernière question là. Ah, Une dernière question. c'est bon, fini bientôt. Ouais, non, mais après on arrête vraiment. Une voiture qui n'a pas été nettoyée. Si on loue une voiture pendant Chol HaMoed, faut-il vérifier s'il y a du Hametz? Oui, tout ce qui t'appartient, à partir du moment où tu loues un appartement, tu loues une pièce, tu loues une voiture, tu l'as louée pendant ce laps de temps, elle est ta propriété et tu dois la nettoyer. Celui qui trouve du Hametz pendant Chol HaMoed devra le brûler. Si c'est pendant Yom Tov, il le couvrira. Baliraï. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup Rav. Et Pessar Kachar Vesameach. Et à très bientôt. Juste faites attention si vous trouvez du Hametz de ne pas le lever. Parce que sinon ça ferait un kinyan, comme si vous l'avez acheté et la quitte. C'est-à-dire juste le. D'accord. Voilà, c'est un Très bien. petit piège. Merci Voilà, beaucoup. pas le tout.